Bonjour à tous. Je me présente, je suis Guillaume Lieur, je suis CTO chez Alinea. Bonjour, moi c'est Jean-Charles Verrazzi. Un petit peu stressé, je vais pas vous mentir, d'être ici, mais très content. Je suis architecte applicatif chez Alinea. Donc moi je suis le dernier, Hervé Fonbonne, consultant DevOps chez Triptyque depuis bientôt 7 ans. C'est moi qui ai accompagné dans cette aventure Alinea avec mon collègue François Tritz qui est dans l'assistance. Alors, la journée a été un peu longue, on en a un petit peu dans les jambes, mais on est là aujourd'hui pour vous raconter notre retour d'expérience qu'on a eu, où on est parti il y a un an d'une page blanche, c'est-à-dire pas d'équipe de dev, pas d'application mobile développée en interne, à une application mobile qui aujourd'hui équipe une centaine de nos vendeurs Alinea. Donc on va d'abord présenter vite fait nos sociétés respectives. Alors Triptyque fait partie du département consulting de Link by Net avec nos collègues d'Objectifs Libres, les Toulousains, et plus récemment les Luxembourgeois de Data Essential. Donc Triptyque intervient principalement sur des missions de type migration d'infrastructures dans le cloud, mise en place, optimisation d'usines logicielles avec de la CI/CD. On peut également transformer vos applications existantes pour les adapter pour une exécution dans un environnement cloud, les rendre cloud native. Puis on a également tout un volet d'accompagnement non technique, de formation sur les outils associés au cloud, au DevOps, ainsi que des ateliers pour transformer l'organisation de l'équipe avec la culture du changement, de l'agilité, pour qu'elle s'adapte à l'évolution en parallèle qu'on fait sur les outils et sur les procédés. Maintenant, si vous voulez présenter Alinea. Merci Hervé. Donc oui, Alinea, c'est une société qui a une trentaine d'années maintenant. Elle a fêté son anniversaire cette année. Elle a été créée pas loin d'ici, à Avignon, par des anciens d'Auchan au Bagne. Donc on a une enseigne de meubles et déco. Et aujourd'hui, on représente alors une petite structure à côté de Decathlon, si certains ont pu participer à la présentation qui a eu lieu tout à l'heure. Donc nous, on a une trentaine de magasins, un site e-commerce, et on fait un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros pour l'année dernière. Donc Alinea, c'est quoi Alinea a subi une réelle transformation. En 2017, cette transformation a débuté. Elle s'est traduite par un repositionnement de l'enseigne au travers de ses produits, donc une redéfinition de l'offre complète, un repositionnement également du modèle de magasin. Donc ça se traduit d'abord par des transformations au niveau des organisations métiers, où on va transformer la logistique avec des nouveaux entrepôts, parce qu'on reste de la distribution, et puis également des aspects plus au niveau du e-commerce, avec une transformation d'une nouvelle plateforme. Donc tout ça, bien entendu, ça passe uniquement par le relais du système d'information, et donc on est là pour vous en parler. Alors, le sujet, on avait une problématique dans nos magasins, c'était que on avait des problèmes récurrents sur les postes de travail de nos collaborateurs. Alors, poste de travail, c'est poste de travail informatique, on m'a demandé de préciser. Donc, c'est ce qu'on appelle les ordinateurs, les PC, etc., qui étaient jusqu'à présent une technologie un peu vieillissante, technologie Citrix, qui datait d'une dizaine d'années. Le besoin qu'on a ressenti, qui n'était pas clairement exprimé, c'était un besoin de mobilité sur la surface de vente de la part de nos vendeurs, qui étaient jusqu'à présent un petit peu cachés derrière des pupitres. Et donc, on a ressenti un besoin en mobilité pour être au plus près du client. Et donc, on a décidé de faire de ce risque une opportunité, et donc de changer à la fois les équipements matériels de nos collaborateurs en magasin, ainsi que la solution logicielle qui va avec. Donc pour cela, on avait deux solutions. Soit, effectivement, on allait acheter à nouveau des outils sur étagère, comme il peut en exister. Soit, nous allions prendre l'initiative de créer nous-mêmes ce propre logiciel pour pouvoir répondre aux besoins de nos utilisateurs. Donc Jean-Charles, est-ce que tu peux nous faire un petit état de lieu de ce qu'était l'informatique quand tu nous as rejoints il y a maintenant quelques mois? Effectivement. Alors, l'informatique chez Alinea, c'est 15 personnes en tout qui gèrent tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique, la téléphonie, le réseau,
des chefs de projet, gérer les PC, les claviers, les souris, les casques, les data centers qu'on a en propre au siège d'Alinéa. Donc 15 personnes pour faire tout ça, donc ça veut dire pas beaucoup de temps, ça veut dire être pragmatique aussi. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On avait tendance à acheter des logiciels déjà tout prêts, sur étagère, intégrés dans le SI par des prestataires. Donc on était complètement en boîte noire, donc on commençait à perdre la maîtrise finalement un petit peu du système d'information. Et en termes de coûts en plus, on a compris qu'on n'était pas forcément très rentable. Donc on a fait ces petits calculs, etc. Et on s'est dit, bah allez, lançons-nous dans l'aventure de développer nous-mêmes notre application mobile. Bon, seulement, effectivement, comme je l'ai dit, on était un peu tout petit, on ne maîtrise pas trop. Donc là, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on a fait là? Bah oui, c'est un vrai pari, donc une vraie transformation. Alors nous, l'IT chez Linéa, on était un peu le centre de coût, on était un peu les boulets. Bon, bah gros, soit ça marche pas et vous n'êtes pas très bon, soit ça marche et limite vous servez à rien. Donc le but, c'était vraiment de se dire, voilà, on va apporter de la valeur ajoutée, on va devenir de l'innovation, on va être aux sources du profit pour l'entreprise. Mais comment faire pour créer notre plateforme logicielle? Comment faire pour créer une équipe de développement? Quels outils retenir? Quelles technologies sont intéressantes? Donc on a cherché un petit peu des acteurs qui allaient pouvoir nous accompagner pour justement nous conseiller sur tout ce périmètre-là, parce que vous avez participé à nombre de conférences durant la journée. Vous avez vu que le nombre de technologies est quand même assez important, et s'y retrouver là-dedans avec un objectif qui est quand même assez concret, qui est quand même de répondre à des besoins métiers, et là en l'occurrence c'était un besoin d'application mobile sur nos vendeurs, on a besoin de se faire accompagner. Donc on a retenu Triptyque parce que c'est une société qui nous a paru à notre échelle, à notre taille. C'était des gens qui effectivement ont une structure qui répond également à la nôtre, et en même temps ce sont des gens de proximité, et donc c'était pour nous le choix qui était évident. Donc Hervé, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ben oui. Déjà, nous, on vous a dit... oui, oui, je peux. Merci Hervé. Cool. On vous a dit, on va pas vous accompagner sur tout, on vous a pas vendu du rêve, mais si vous voulez qu'on vous accompagne sur ce qu'on sait faire, la montée, la mise en place de l'usine logicielle, toute la démarche DevOps et le choix des outils, ça c'est OK, banco, mais monter l'équipe de dev, ça on sait pas faire, on le laisse à d'autres. Merci Hervé. Donc, ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est qu'ils nous ont donné 3 billets pour venir ici l'année dernière. Ils nous ont dit, mais venez, on organise une petite soirée, c'est sympa, il y a 2-3 amis, vous pourrez discuter. Et donc, on est arrivé dans cet événement l'année dernière, qui personnellement, moi, m'a énormément surpris, de par la qualité des intervenants, de par la population réunie, parce que là on est quand même une population assez importante de techniciens, d'experts qui sont réunis à Marseille, dans le sud de la France, donc pour une fois ça ne se passe pas à Paris, et puis sur des sujets qui sont techniques pointus. On n'est pas sur des sujets généralistes, on a des gens qui viennent vraiment nous parler du cœur de l'expertise, de la version de Kubernetes, des containerisations, de Docker, etc. Donc pour nous ça a été réellement une opportunité de pouvoir rencontrer en une journée un maximum d'acteurs qui nous ont accompagnés, et on va le voir, dans notre projet au cours de l'année. Et donc ça a été un élément essentiel. L'autre élément qu'on a découvert au cours de cette conférence, c'est effectivement toute cette couture de DevOps. Alors nous, on était essentiellement Ops, on avait quasiment que des Ops, puis quelques chefs de projet. Donc comment passer à une équipe de dev et y intégrer directement du DevOps? Donc là, déjà, on a essayé de se faire un petit peu expliquer, mais qu'est-ce que c'est le DevOps? Hervé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus que 2 mots cette fois-ci? Je vais essayer de faire de mon mieux. Ben, le DevOps, c'est assez dur à faire une définition unique parce qu'il y a beaucoup d'adaptations. Mais bon, en résumé, on va s'appuyer sur 4 piliers. J'aimerais mettre en avant la culture, parce que pour beaucoup, le DevOps, c'est l'accumulation d'outils d'automatisation, la modification des process. Mais s'il n'y a pas un réel changement de la culture de l'équipe, tout ça, ça ne va pas prendre. Transformation ne va pas prendre. Donc concrètement, ce qu'on va essayer de faire, c'est casser les silos pour améliorer les interactions entre les différents groupes, les devs, les ops, les métiers. On va essayer d'établir une responsabilité partagée, c'est-à-dire que les décisions, les objectifs vont être pris en commun. Pour prendre cette responsabilité, il faut que l'équipe ait une certaine autonomie. C'est-à-dire que pour prendre une décision,
pour appliquer un changement, il ne faut pas qu'elle passe dans un process long de validation avec la hiérarchie. Il faut qu'elle aille super vite. Ça, c'est hyper important. Ensuite, dans la culture, on va essayer de suivre quelques mots-clés, comme la simplicité. C'est compliqué d'être simple, mais c'est super important, c'est crucial pour l'évolution de l'appli, la maintenance, la compréhension. Ensuite, il y a également pas avoir peur de remettre en cause son travail pour essayer de s'améliorer continuellement et viser l'excellence. Il y a également penser produit plutôt que projet. En fait, on fait un produit pour un client. On fait pas un produit pour un dev, on fait pas un produit pour l'ops. En fait, le but de notre travail, c'est créer un produit. Le produit, c'est quoi? C'est mettre à disposition du client les fonctionnalités qu'il veut, que ça soit disponible tout le temps, qu'elle soit facile d'utilisation, qu'elle soit performante, très très rapide. Donc ça, voilà, au niveau de la changement de culture. Après, il y a l'automatisation. L'automatisation, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc là, les avantages sont évidents. On a gain de temps, les cycles de développement sont courts, time to market très court. Tout ce temps gagné, l'équipe, elle va pouvoir l'utiliser pour des tâches qui apportent de la valeur ajoutée. Après, à côté du gain de temps, on va avoir un gain de qualité. On va éviter les erreurs que nous, petits êtres humains imparfaits que nous sommes, on peut produire. Après l'automatisation, la culture de la mesure. Donc ça part d'un constat simple, basique. Pour pouvoir améliorer quelque chose, il va falloir pouvoir le mesurer, l'évaluer. Pour initier un process d'amélioration continue, il faut avoir une vision concrète de l'état de l'application pour améliorer l'appli, mais également du travail de l'équipe pour essayer de viser l'excellence. Donc voilà, il faut des mesures. Les développeurs, parce que le monitoring, c'est plutôt un truc d'ops à la base, les développeurs vont pouvoir apporter des métriques proches de l'appli, donc un monitoring encore plus précis. On peut utiliser des outils comme les APM également. Donc on évalue tout, on mesure tout. Ensuite, pour finir, il y a le partage. Donc la communication, la discussion, c'est un des piliers d'un travail en équipe. Les retours, les critiques constructives, bien sûr, sont un des piliers pour l'amélioration continue. Donc là, il va falloir mettre des procédures, des outils pour pour définir et partager les objectifs, les décisions, diffuser les bonnes pratiques le mieux possible pour que tout le monde ait vraiment une vision commune de l'état du projet, pour que tout le monde soit au diapason. Donc voilà les 4 piliers. Ensuite, il y a également un concept important, c'est la livraison continue. Le cycle de livraison continue inspiré de la méthode agile. Là, on va travailler sur des cycles courts, une fréquence de déploiement assez élevée qui s'inspire au delta près de ces différentes étapes. Donc on va commencer par la préparation. Donc là, on va définir les exigences, les fonctionnalités qu'on va ajouter, faire des études de cas, tout ça. Voilà, il ne faut pas la négliger. Cette étape de préparation, ça nous fera toujours gagner du temps sur la réalisation. Mais après, comme c'est des cycles courts, il ne faut pas pousser trop loin non plus. Il faut trouver le juste milieu. Ensuite, on code. Là, l'objectif, c'est, comme c'est des cycles courts, rapidement arriver à quelque chose de fonctionnel, même si c'est pas ouf, c'est un peu squelettique. En fait, c'est au fur et à mesure de chaque itération, on l'étoffera, on la fera mûrir. Et voilà. Après, on passe au build, construction. Bon, là, pas grand-chose à dire. Ensuite, validation de ce qu'on a construit. Est-ce que ça répond à nos attentes? Est-ce qu'on n'a pas mis des erreurs dedans? Bon, normalement, si cette étape, elle se passe bien, on ne va pas avoir trop honte de notre produit. Donc, on va pouvoir l'identifier et le mettre à disposition. Là, c'est l'étape de release. OK, on arrive enfin à l'étape de déploiement. Là, le déploiement, l'enjeu, c'est de pas qu'il y ait un nouveau déploiement ne produise pas une interruption de service. Donc, on va mettre une stratégie au niveau du déploiement pour que ça se fasse en douceur et totalement de manière invisible pour le client.
Donc là, voilà, notre bébé vit. On va attendre 2 minutes avant de faire un nouveau déploiement. C'est des cycles courts, mais quand même. Donc là, on va avoir le temps de l'observer, l'expérience utilisateur, les performances, et toutes ces données qu'on va accumuler vont nous permettre de préparer le nouveau cycle de livraison continue, et ça va ainsi de suite. Donc voilà un petit peu en résumé le DevOps. C'est rapide. Mais maintenant, la pratique. La vraie vie. Donc, je rappelle l'objectif pour nous, c'est développer une application mobile à destination de nos vendeurs en 1 an, ça on l'a pas précisé, et on part de la feuille blanche, ça Guillaume l'a dit, donc c'est-à-dire 0 développeur, 0 outil. Bon, par expérience, par contre, on sait que cette partie-là, et ce qu'a montré Hervé, est hyper important. Donc, on commence, c'est très important, on commence par développer notre usine logicielle, avant même de développer. Et effectivement, on est dans cette boucle itérative où on va l'enrichir au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce que je présente ici, ça ne s'est pas construit non plus en 1 semaine, mais en 1 mois, je pense, à peu près. Hervé, tu me dis si je me trompe? Tu ne te trompes pas. Merci. On a construit une usine logicielle tout automatisée qui part. Donc la brique centrale, c'est GitLab, donc gestionnaire de code source sous Git. Donc dès qu'on pousse notre code sur le repo central, ça, bon, bah, ça l'enregistre, ok, ça fait effectivement la partie compilation de manière automatique, le build, etc., qui va pousser des images Docker dans Nexus, faire du test unitaire de l'analyse de qualité de code grâce à SonarCube, et de manière encore automatique, pousser notre applicatif, finalement, sur des serveurs Linux, mais dans la technologie Docker, évidemment. Donc on a construit cette usine logicielle, bon, petit à petit, etc. Bon, je rappelle qu'on doit construire une application, on ne doit pas construire une usine logicielle. Donc ensuite, on se pose la question, on part pas quand même bien en tête d'aller développer tout de suite, on se pose un petit peu, on se dit quelle architecture on va mettre en place. Bon, rapidement, effectivement, avant, on était plutôt à faire des applications monolithiques, donc une application front avec son back-end propre qui lui-même attaque un certain nombre de services ou de bases de données. Bon, nous, on choisit pas ça, parce que bon, là, on voit tout de suite les problèmes. C'est que si le back-end y tombe, il n'y a plus rien, l'application, elle répond plus. Et puis aussi, dans l'entreprise, je pense qu'on n'est pas les seuls, on a un peu d'autres sujets que de faire une application mobile. Donc des API, ça peut être intéressant de les réutiliser pour d'autres. Donc on part plutôt sur une architecture microservices. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des petits services, effectivement, des petites API REST, qui répondent à des besoins très spécifiques. Donc là, on en a représenté quelques-uns, tels que avoir la liste des produits, connaître les prix des produits, connaître les stocks, connaître nos clients, effectivement rattacher chacun à leur propre service ou base de données associée. Donc ça, c'est très pratique. C'est rendu possible aussi parce qu'on a des conteneurs Docker. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer différentes versions de Java sur une même machine. C'est pas facile. C'est valable pour plein d'autres trucs. Donc, grâce à Docker, on arrive à faire ça. Puis après, on s'est quand même posé la question d'avoir une petite gateway au milieu, histoire de centraliser un peu tout ça et de ne pas avoir trop de problèmes. Donc là, on est à peu près en décembre. Donc on n'a toujours pas d'appli, on n'a toujours pas développé. Hein. Et il faut commencer. Bon, on a un petit peu peur parce qu'on a recruté un lead développeur, ça y est, c'est Kevin, il est ici. On a notre alternante, Jigurta aussi, qui est là. Et c'est quand même la première fois chez Alinea qu'on développe. Donc on va pas se lancer tout de suite sur l'application pour les vendeurs, parce que c'est une grosse population, ça représente 500 personnes dans toute la France, etc. On va d'abord se faire une petite appli pour se faire un peu la main, éprouver notre usine logicielle, éprouver notre architecture, et nos propres compétences aussi, celles de Triptyque aussi. Donc on développe une petite application d'abord web, donc avec l'architecture microservice que j'ai décrit. Elle se base donc côté front sur du Angular, avec le langage TypeScript. La gateway, c'est Gravity, donc c'est ce qui va centraliser tous les appels des API. Chaque API est développé donc avec la Node.js, avec le framework Nest.js. Encore une fois, le langage TypeScript. C'est assez important, mine de rien, parce qu'en termes de compétences, encore une fois, on ne va pas avoir une équipe de 500 personnes. Donc, il faut qu'ils aient des technos qui soient similaires. En base de données, quand c'est nécessaire, on a des petites bases MongoDB, qui seront du coup très proches des API, donc c'est plutôt pour faire du cache. Et ça, voilà, on développe ça en à peu près 1 mois. On est assez content.
Mais nous, on doit faire une appli mobile encore, je le rappelle. Mais on va toujours pas faire l'appli mobile pour les vendeurs. On est encore un petit peu frileux. Donc on en fait ce qu'on a fait sur le web, on le fait pour le mobile. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a réutilisé la techno Angular, le langage TypeScript, et un framework qui s'appelle NativeScript, qui permet de déployer et sur Android et sur iPhone. Donc là, on est en janvier, pareil, on remet un mois à peu près à sortir ça. En parallèle, l'usine logicielle elle continue à grandir, hein, évidemment, elle s'améliore de plus en plus. Et puis là, on est en janvier, et puis bon, va falloir un peu s'y mettre à l'application pour nos vendeurs, on leur a quand même promis, et puis c'est pour la fin de l'année, donc là, Guillaume, va falloir s'y mettre. Oui, alors, donc ce qu'on n'a pas tout à fait dit, c'est qu'on n'en avait pas parlé à tout le monde. C'est-à-dire que le directeur général, il n'est pas encore tout à fait au courant qu'on a prévu de monter une équipe de dev. Donc on a notre directrice de la transformation qui est un peu dans la confidence, mais elle non plus, on n'a pas trop parlé. Bon, alors combien ça va coûter tout ça? Donc Jean-Charles, tu peux nous faire une petite estimation? Ouais, là je les ai pris pour des fous un petit peu à ce moment-là. Parce que construire une équipe de dev, faire du développement en interne d'une application mobile, déployée pour 500 personnes, etc., je me dis mais on va jamais y arriver. Mais il l'a fait. On l'a fait, et la méthode de chiffrage, elle est empirique, c'est... Voilà. C'est... Alors, on va voir si ça marche à la fin. Je vous spoil pas, mais c'est empirique. Alors, la grosse difficulté pour Jean-Charles, c'est que je lui demande d'estimer quelque chose pour lequel, évidemment, il n'y a pas de cahier des charges, sinon c'est pas rigolo. Donc je lui dis, écoute, on a une application vendeur à faire, combien ça coûte? Donc, cahier des charges, il n'y en a pas. Donc le seul truc qui est vachement important et sur lequel on s'est mis d'accord avec nos métiers, d'abord avec nous-mêmes d'abord, c'était de se dire, c'est quoi MVP? Quel est le Minimum Value Product? Donc là-dessus, c'était clair, c'était faire du commerce, faire du bon de vente. Donc on est parti sur ce postulat-là, et c'était la fonctionnalité de base. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est d'arriver à définir ce besoin-là qui nous permet de ne pas s'écarter de la voie. Le deuxième élément, c'est que on vous a présenté un superbe cycle en 8, là, qu'on connaît bien, DevOps, on nous a présenté la technologie qui va bien. Ce que ça permet derrière, c'est que on a créé une synergie avec les équipes métiers. Alors on a eu un peu de mal à les trouver, c'était le plus long, c'était trouver des gens pour nous accompagner dans ce projet-là. Mais une fois qu'on les a eus, on a planifié avec eux des réunions hebdomadaires qui ont commencé, va vous présenter Jean-Charles par la suite, dès le mois de mars. Et chaque semaine, les utilisateurs pouvaient utiliser une application mobile pour laquelle ils voyaient de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que dès la première itération, il y a eu un bouton qui est apparu. Formidable. Alors, le premier bouton, il ne faisait pas grand-chose, hein. Mais c'est quelque chose qui permet réellement de se rassurer sur la capacité à faire, parce qu'on voit que ça avance petit à petit, et on casse totalement l'effet tunnel. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui donne de la confiance. Donc tout ce qu'on vous a expliqué là, tout ce qui est très théorique, qui se traduit ensuite par des choses très techniques, à la fin, c'est quelque chose de très concret. Donc ça, c'est l'élément 2, effectivement, c'est le cahier des charges. Et le troisième épisode, celui-là, il n'est pas des moindres non plus, c'est rechercher les personnes compétentes. Donc ici, il y en a plein dans la salle. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont durs à contacter, durs à rencontrer. Donc effectivement, Kevin a été le premier à nous rejoindre. Et par la suite, on a dû effectivement solliciter pas mal d'acteurs. Et les acteurs, c'est les personnes qui sont dans cette salle, qui nous ont rejoints petit à petit. Donc on a sollicité pas mal de SN pour venir nous accompagner et renforcer nos équipes, et qui nous ont permis effectivement d'aboutir à la construction de notre équipe. Donc là, en avril 2019, ça y est, c'est parti, on a déjà bien avancé, on commence à produire, on a besoin de nouveaux outils. Hervé, tu peux nous parler de Minikube un petit peu, s'il te plaît? Déjà, je vais vous parler du besoin, peut-être. Donc, ouais, en avril, on est bien au niveau de l'automatisation, avec la CI, GitLab CI, au niveau de la containerisation, avec Docker. Mais c'est que il y a un problème, c'est que vous êtes bon, quoi, vous êtes trop bon. Du coup, vous avez commencé à avoir pas mal de demandes d'API, pas mal de demandes d'applications. Puis chez Alinea, comme partout, l'équipe informatique, elle est trop petite. Elle a déjà beaucoup de taf. Donc on va vite arriver à une échelle de grandeur
où le runtime va être dur à gérer à la main, tout gérer à la main. Il va falloir trouver des solutions pour les soulager. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé la mise en place d'un orchestrateur de containers, Kubernetes. Donc lui, il va permettre de gérer automatiquement le déploiement, tout le cycle de vie des applications containerisées, également faciliter leur communication entre eux, la création des volumes. Après, on peut mettre en place également facilement du monitoring centralisé, une agrégation des logs des containers. Tout ça, ça va grandement réduire le temps pour les interventions de l'exploitation. Et il agit également au niveau de la montée en charge. Si on définit des seuils, automatiquement, quand il y aura nécessité, Kubernetes va créer une nouvelle instance, un nouveau container, un nouveau pod de votre microservice et il va gérer également le load balancing sur les différentes instances de l'application, les différents containers. Donc ça sera automatique. Il va également améliorer la résilience, c'est-à-dire qu'il va pouvoir détecter automatiquement si un container n'est plus dans un état opérationnel. Il va créer une nouvelle instance, un nouveau container sain, supprimer l'ancien qui n'est plus fonctionnel. Donc tout ça, ça va être des interventions en moins pour l'équipe d'exploitation. Beaucoup de temps gagné. Donc ok, là, je vous ai convaincu sur l'orchestrateur. Toujours dans l'idée de cycle court, on a fait une petite démonstration, une preuve de concept sur Minikube. Voilà, on a pris votre appli, on l'a migré. Voilà ce que ça a apporté. C'est pas si difficile que ça à faire. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que tout le travail qu'on a fait sur Minikube, Minikube c'est un cluster en local, tout ce travail va pouvoir être utilisé quand on va passer sur le vrai cluster. Ok, au niveau des outils, on est pas mal. Maintenant, on commence à avoir une bonne stack. Maintenant, il va falloir s'occuper de former les équipes pour qu'ils appréhendent, qu'ils s'approprient tous les outils mis en place. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le monde, les opérationnels, les devs, et tout le monde a eu une formation sur Kubernetes, Docker, et même GitLab, Git, même les opérationnels, pour que chacun ait une base commune, pour que chacun sache quel est le rôle de chaque outil dans le workflow, quelle est sa responsabilité, pour qu'au moins quand ils discutent, qu'il y ait un souci, ils puissent avoir les billes pour se comprendre. Donc ça, c'est super important. C'est pas besoin que ce soit des experts, mais c'est vraiment important. Après, comment vous avez choisi l'approvisionnement pour le cluster, du coup? Alors, effectivement, donc on est parti sur le choix de Kubernetes. Donc, bon, là, c'est super, mais quand je me retourne, je fais, bon, les gars, on n'est pas plus nombreux que ce qu'on l'était, on se rajoute encore une brique, ça a l'air sympa, mais est-ce que c'est réellement raisonnable? Il se trouve que, je vous en ai parlé au tout début, quand on a parlé du projet changement du poste de travail, bien évidemment qu'on n'a pas remplacé tous les PC et tous les postes de travail de tous les magasins uniquement par des smartphones. Il a fallu également traiter le sujet de l'obsolescence de ces postes-là pour tout le périmètre legacy qui restait encore dans le monde Windows et pour lequel on n'était pas encore prêt, et on n'est sûrement pas prêt de basculer totalement vers de la mobilité. Et à ce moment-là, c'est fait un choix et une opportunité qui s'est croisée de partir sur une plateforme Nutanix. Nutanix pour répondre à nos besoins de l'hébergement back-office. Et Nutanix qui nous a séduit. Et pourquoi on a retenu cette solution, c'est alors qu'on faisait du VMware, excusez-moi, et tout le monde est là dans la salle, mais on faisait déjà du VMware. Et nous, une nouvelle technologie, c'est toujours compliqué. On vous a expliqué que les effectifs, ils ne sont pas extensibles. Donc, OK, on a envie, ça nous intéresse, mais chaque fois, c'est des contraintes supplémentaires, devoir gérer, monter en compétences, etc. Et ce qui a paru très intéressant dans Nutanix, c'est qu'il y a un module qui s'appelle Carbon et qui propose un Kubernetes, entre guillemets, as a service. Donc ça reste du on-premise parce qu'on a hébergé ces infrastructures, mais le Kubernetes est déjà préconfiguré et donc on a échappé, entre guillemets, à la complexité d'une configuration from scratch d'un Kubernetes, voire d'un OpenShift. Donc la suite, effectivement, c'était de migrer là-dessus. On n'y est pas allé tout de suite. Donc maintenant, Jean-Charles, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est fait le développement de l'application? Et oui, la vie vraie encore.
Donc on l'a dit en cycle itératif, dès le mois d'avril, on a commencé à développer. On a le MVP qui est à peu près stable, on va dire. Le but de l'application, c'est de faire ce qu'on appelle des bons de vente. Donc on commence tout de suite par faire une application qui fait un bon de vente. Alors c'est pas ce que vous voyez là tout de suite, c'est un simple formulaire, mais ça répond déjà aux besoins. Alors on voit pas les prix, on voit pas les produits, mais on peut faire un bon de vente. Donc on construit nos briques au fur et à mesure. Donc là vous voyez, je vais pas tous les détailler, mais dans l'architecture microservice, on a tous ces services qui se construisent petit à petit, semaine après semaine, on enrichit. Le métier qui nous faisait pas forcément confiance au départ, hein, on n'a jamais développé encore une fois, donc ils se disent comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont y arriver, on nous promet un petit peu la Ferrari, comment ça va marcher, petit à petit, ils prennent de la confiance eux aussi et ils voient que ça avance, donc on rajoute des infos sur les clients, du paramétrage, de l'authentification, les images, les produits, enfin tout ce que vous voyez ici. Sur des cycles, on est autour de 1 à 2 semaines pour faire des livraisons. Voilà, et on fait ça donc d'avril à septembre, on est à fond, on a recruté un développeur de plus, et là, voilà, l'été à fond, dev, dev, dev. Donc ça y est, il s'est coulé 11 mois. Nous sommes en octobre, donc c'était le mois dernier. Et alors là, on a eu une dernière surprise, parce qu'au cours de l'été, il y a un directeur général, ils ont dit ça serait sympa qu'on ouvre une boutique à Marseille dans un mois. Si vous pouviez faire quelque chose pour l'occasion. Donc ça tombait bien, on arrivait au bout en fin de course. Donc là, l'équipe de dev a dû sprinter un petit peu pour finaliser les derniers devs. Donc c'est une grosse satisfaction puisqu'on a pu répondre à l'attente du commerce qui était effectivement pour l'anniversaire à la fois des 30 ans et l'ouverture de la boutique de Montpellier, de proposer donc l'application mobile pour nos vendeurs. Donc pour l'instant effectivement ça restait une population restreinte, mais qui peut d'ores et déjà donc utiliser une application mobile développée par Alinea en interne. Alors, la suite, c'est quoi? Alors, plein de choses, parce que là, on vient de s'ouvrir le champ des possibles. On n'y croyait pas trop, ça avait l'air un peu ambitieux. On y est arrivé. La première étape, c'est effectivement de finaliser le déploiement sur l'ensemble des magasins, parce que à l'heure à laquelle je vous parle, on a déployé 5 magasins, donc on a une trentaine à faire. Ça va se faire également au rythme des investissements. Bien entendu qu'il faut acquérir des smartphones. Il y a plein d'autres sujets autour du MDM et de l'infrastructure et du Wi-Fi. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais c'est également, ça fait partie du projet. Et puis l'étape d'après, c'est déjà, il faut commencer à exposer nos API sur le net, parce que les projets ne s'arrêtent pas, on est capable de créer des API, et on a besoin maintenant d'exposer nos données à des partenaires sur des fonctionnalités que sont des chatbots qui vont permettre à un client de pouvoir consulter des informations sur le suivi de sa livraison, des informations sur la prise de rendez-vous pour une livraison à domicile, etc., etc. Ça, ce sont les grands chantiers. Bien entendu, également, on trouve également les fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités sur notre appli mobile, donc du paiement mobile. Donc là, c'est pareil, on échange et on recherche beaucoup pour proposer du paiement mobile à nos clients en magasin. Des fonctionnalités logistiques également. Et puis, bien entendu, que maintenant qu'on a démontré notre capacité à développer, des nouveaux besoins se sont fait sentir, et donc des services nous font des nouvelles demandes de développement d'applications, qu'elles soient web ou mobiles. Donc le retour d'expérience, c'est quoi? Alors, côté Alinea, ce qui est très important, on en a pas un petit peu parlé, mais c'est réellement recruter les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est large. Les bonnes personnes, ce sont les personnes qui vont vous conseiller. On vous en a parlé, il y a Triptyque. Les bonnes personnes, ce sont les développeurs que vous allez recruter, qui vont être ouverts, à l'écoute. On peut chercher, mais il faut des gens créatifs, des gens à l'écoute. On a besoin de gens impliqués au niveau du métier pour être capable de participer, de s'imprégner de cette méthodologie qui n'est pas une culture projet habituelle et surtout sur des gens du métier dont ce n'est pas la principale activité. Il faut la confiance des managers au-dessus pour vous accompagner là-dessus, pour arriver à mener à bien ce projet. Le deuxième point, c'est que, Jean-Charles vous en a parlé, c'est qu'on a passé un petit peu de temps, il y a eu un petit peu de transpiration quand même en fin d'année 2018. Super, on passe quelques mois à faire une usine logicielle, mais tant qu'elle ne produit pas, c'est comme une usine à arrêt en industrie, ça ne fait jamais plaisir. Donc ça reste du temps
du temps gagné à la fin. Troisième point, pragmatisme. Très important, pragmatisme, sur tous les niveaux, technologiques notamment. Il y a plein de technos, elles ont l'air toutes super sympas, mais la bonne techno, c'est celle qui répond à vos besoins. Donc c'est pas la peine de prendre une Ferrari si vous avez besoin d'une fourgonnette C15 pour transporter du matériel, où il faut vraiment choisir l'outil qu'il vous faut. Et toi Hervé, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton retour sur ce projet? Ben moi, si je devais mettre en lumière quelques points sur cette aventure, ce serait l'accompagnement autre que technique, l'importance de former les équipes sur les nouveaux outils, sinon ils vont jamais les adopter. Ça va même plus que là, il faut les aider vraiment à les prendre en main, s'asseoir à côté d'eux, leur dire vas-y tu cliques là pour faire ça, ok je vais te faire de la documentation, je vais te faire des procédures. Il faut vraiment limiter au maximum l'appréhension pour cette nouveauté, ce qui est humain. Donc ça va aider pour adopter une nouvelle techno. Puis l'importance aussi que toute l'équipe ait la même base commune pour pouvoir dialoguer efficacement. Après, on a l'industrialisation, le reuse. Essayer de créer des briques qui puissent être réutilisables. Donc vous l'avez bien fait avec les microservices qui vont être réutilisés par plusieurs applications. Mais on peut également l'étendre à la CI avec les include, créer des jobs qu'on va pouvoir inclure dans les pipelines de nos projets, mais également pour le déploiement dans le cluster avec les charts Helm. Un chart Helm va pouvoir être réutilisé pour le déploiement de plusieurs applications. Ça va nous faire gagner en productivité, pas se dupliquer. Ensuite, il y a l'automatisation. Mais ce n'est pas l'automatisation que je vais mettre en lumière, c'est ce que ça implique. Pour automatiser, il faut être carré, il faut de la convention, il faut que ça soit normé. Donc ça, il faut beaucoup de contraintes, il faut que l'équipe soit sensibilisée sur ces exigences. On n'automatise pas n'importe comment, n'importe quoi. Donc ça, les contraintes, c'est super important. Et enfin, il y a le rythme. Déjà, au niveau macro, la stratégie de la transformation, le mieux, je pense, c'est établir une roadmap avec les différents jalons de changements qu'on veut effectuer. Puis après, on les applique un par un. On en applique un, on évalue l'apport que ça a donné. Puis s'il n'est pas ouf, on peut même dire, ben non, finalement, ce changement, on ne va pas le faire, on retourne en arrière. Et séquentiellement, on fait ça de façon pragmatique. Donc ça, je pense que c'est le mieux à faire. Après, il y a le rythme, s'adapter au rythme de l'équipe qui, elle a sa vraie vie. Les devs, ils ont leur développement. Les opérationnels, ils doivent faire des interventions. Et nous, en fait, notre boulot, enfin mon boulot, c'est plutôt préparer le futur. Mais comme on vit au présent, il faut s'adapter, sinon on va perdre l'équipe. Ça, c'est important. Et puis au niveau de la formation et l'ajout d'outils aussi. Il ne faut pas faire comme tout le monde, je pense, l'a eu, faire une formation, et finalement, le truc sur lequel on a été formé, on va l'utiliser 6 mois après. Ça, c'est pas bon. Il faut caler le rythme. Voilà. Une petite slide pour vous présenter l'équipe de dev. Donc, on a Kevin, Jigurta, Elad, Florent, François et Théo qui ont participé au projet, plus les équipes d'Ops, Florent, Stéphane. Donc, merci à eux pour ce projet. Dernier point pour Jean-Charles qui va vous faire un petit chiffre, un petit récap en chiffres. Oui, on va pas pouvoir parler budget, on va parler en jours. Donc en un an, effectivement, on a réussi à déployer notre application mobile grâce à 5 développeurs. Il y en a 2 qui sont arrivés un peu sur le tard. On a déployé 2 applications mobiles, 2 applications web, 15 API. Tout ça, c'est déployé sur environ 200 smartphones. On a un petit peu gonflé le chiffre. Ensuite, ce qui était important pour nous de vous montrer, c'est le temps qu'on a passé sur les différents sujets. Finalement, le dev ne représente que 65% du temps. On a passé énormément de temps, comme on l'a montré, à la recherche des développeurs, à la recherche du cahier des charges, etc. Et que, finalement, 10% sur l'usine logicielle. Donc voilà. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Et on recrute. Voilà, si vous avez des petits CV à faire passer. Alors pour les questions, je pense qu'on n'a plus le temps. Du coup, venez nous voir après.
Merci. Ouais, on est en bas de l'estrade là, pour les questions.